Le CAC 40 ce vendredi toujours, qui navigue toujours autour des 6100 points. Les indices boursiers américains qui volent vers des nouveaux sommets, notamment le S&P. On a du mal à percevoir ce qui pourrait troubler cette quiétude et cette ascension des marchés boursiers. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. À ma demande, je vous ai dit, voilà, pour casser un peu l'ambiance, cette euphorie, cet optimisme BA, quelles pourraient être les menaces à court terme pour les marchés, ce qui pourrait enrayer le grain de sable, voilà, qui pourrait enrayer cette hausse. Vous avez dû vous creuser la tête pour en arriver là, pour trouver des risques, ou vraiment il y en a qui sont sérieux à court terme? Il y en a trois en fait, selon vous. Il y en a trois. Alors évidemment, il a fallu que je réfléchisse parce que on voit très bien que malgré la crise sanitaire, malgré tout ce qui se passe, malgré le nouveau confinement en France, on voit les indices qui continuent à monter. Donc effectivement, c'est une question assez difficile. Mais il y a sur les trois risques assez à court terme, je dirais, il y en a deux qui concernent la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire une erreur de politique monétaire. Et ça, historiquement, c'est vraiment la chose qui peut faire enrayer les marchés. La première à laquelle je pense... John, je vous coupe, excusez-moi. Juste l'idée que la crise sanitaire, encore une fois, se détériore en Europe. Ça y est, les marchés ont enjambé déjà l'idée que cette campagne de vaccination va monter en puissance un peu partout et qu'à la fin de l'été, on aura repris une vie à peu près normale. C'est le scénario qui est acté quasiment par les marchés, là. Exactement, et surtout lorsque on pense à la première économie mondiale qui sont les États-Unis, eh bien lorsque le président Biden dit que 90% des Américains auront accès à un vaccin le 19 avril, c'est très précis. Et là, on voit que les anticipations d'un retour à la normale sont effectivement là. Alors, l'Europe, évidemment, a pris énormément de retard, mais on imagine que les gouvernements font tout pour combler ce début de vaccination assez catastrophique. Ouais. Sur les rangs des politiques monétaires, juste, John, oui. Pour l'instant, il n'en commet pas, Jérôme Powell. Il dit qu'il est confiant sur le fait que l'inflation sera temporaire, mais il pourrait se tromper, c'est ça? Alors, il pourrait se tromper et surtout, en fait, mal jauger ce qui s'est passé par le passé, mal jauger cette inflation dont vous parlez, David, parce que il y a deux choses. Premièrement, la Fed dit une chose, c'est qu'on sera sur des effets de base, sur cette fameuse inflation transitoire cette année et elle devrait se calmer l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent deux choses. Ils prennent déjà le prix du baril. Vous vous souvenez qu'il y a un an, on était, pour des raisons techniques, en zone négative. Là, on est à un peu plus de $60 le baril. Et la deuxième des choses, c'est le prix des services, puisque à la fin de l'année passée, vous aviez les billets d'avion qui avaient été bradés, parce que plus personne ne volait, certains hôtels qui avaient aussi bradé leurs prix, puis cette année, avec le retour à la normale, les prix continuent à monter. Et donc ici, sur la chose sur laquelle on pourrait parier, et qui pourrait être foncièrement une erreur d'interprétation de la Réserve fédérale, c'est de dire en fait que le prix du baril continue à monter. Et si vous passez de 60 à 100, voire à 120, faut se souvenir ici qu'en 2013, on était à $130 le baril, donc on y est loin et on ne peut pas exclure qu'on aille à 100 si vous avez une hausse de la demande, si l'OPEC ne veut pas ouvrir... Ouais, mais vous emballez pas un petit peu, l'ami, là? 100 $ le baril, vraiment? Non, le patron de Total était surpris déjà, il disait il y a quelques jours qu'il était surpris de voir le pétrole à 60, 65. Tout à fait, mais je suis pas certain que on ait été les grandes entreprises comme Total et BP notamment ont prévu et ont prédit le prix du baril à $130 lorsque on y était en 2013. Donc ici, il faut faire très attention parce que, comme vous le savez, c'est pas simplement l'offre et la demande dont dépend la hausse du prix du baril, mais vous avez aussi le PEP, vous avez les tensions au Moyen-Orient, vous avez les tempêtes tropicales qui sont très, notamment dans le golfe du Mexique, et vous avez potentiellement ce qu'on appelle le début de ce fameux super cycle. Donc on peut pas l'exclure ici qu'on aille à $100 le prix du baril. Et donc on verrait que cette inflation transitoire dont parle la Fed, potentiellement cette inflation transitoire n'est pas si transitoire que ça. Et à cela, si vous ajoutez, David, pourquoi pas une augmentation des salaires, notamment grâce à ce qu'on appelle la courbe de Phillips, c'est-à-dire que plus le chômage baisse, plus les entreprises, pour trouver des gens qualifiés, quel que soit le secteur, augmentent les salaires minima, ici, vous pouvez avoir une inflation qui est mal gérée par la Fed. Et qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que la Fed se retrouve
en retard sur le cycle, ce qu'on appelle en anglais behind the curve, et elle a beau monter ses taux comme elle le veut, le marché ne réagit pas à ce que fait la Fed. Et ça, c'est historiquement très mauvais pour les marchés. Mais les hausses de taux, c'est pas avant 2022, voire 2023. Pour certains, avant, il y aura ces réductions d'achat d'actifs de 120 milliards de dollars tous les mois. Et là, on pourrait se retrouver back to the future dans les années je ne sais plus quoi, 2013, où la Fed a surpris un peu tout son monde en réduisant trop rapidement, en refermant un peu trop le robinet. Exactement. Elle continue d'acheter, mais elle achète moins. Alors ça, c'est le deuxième risque, et c'est le risque de ce qu'on appelle le tapering. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est le moment où, comme vous l'avez dit, la Fed décide de réduire ses achats d'actifs. Parce qu'il y en a moins besoin, il y a moins besoin de soutenir l'économie. Il y a moins besoin pour l'économie, et on le fait avant de monter les taux. Donc, par exemple, on peut imaginer que en juin, on passe de 120 milliards à 80 milliards. Et si on prend l'exemple de 2013 dont vous parliez, qui a été un choc sur les marchés, c'est que les investisseurs ont mal évalué les intentions de la Fed, et on a eu un choc notamment sur les pays émergents. Et donc là, c'était pas le problème de baisser les rachats d'actifs après la crise de 2008, c'était pas le problème fondamentalement de dire qu'on allait monter les taux, c'était que les marchés avaient été pris par surprise, je dirais, par ce qu'on appelle le tapering de la Fed. Mais instruit justement, instruit de cette erreur, on imagine que la Fed ne réitérera pas et préparera. Les marchés ne sont pas préparés justement à ce tapering? Alors, pas encore. Vous savez que si vous regardez le lien direct et voire fraternel que vous avez entre le bilan des banques centrales et l'évolution du S&P 500, il est complètement corrélé. Donc, si on imagine qu'il y a moins, les bilans des banques centrales se réduisent, potentiellement, on peut imaginer que si cette corrélation perdure, certes, mais ils s'y sont préparés, les investisseurs, à ce tapering. J'imagine qu'ils l'ont en tête du coin de l'œil, non? Ils l'attendent. Ils l'ont en tête, mais vous savez, quand on l'annonce, c'est là où ça fait mal. Et c'est pour ça que je réitère, je dis c'est pas la hausse des taux qui pose problème, c'est le moment où on dit qu'on va le faire. Et là, on s'en approche. On s'en approche, bien évidemment, puisque l'économie américaine, si on parle de l'économie américaine avec la Fed, va mieux. On a un chiffre de l'emploi cet après-midi qui pourrait passer sous les 6%, de chômage, pardon, qui pourrait passer sous les 6%, avec des créations au-delà de 500 000. Et en fait, on est dans une situation où l'inflation, comme on l'a dit, va un peu mieux. Et je vous rappelle quand même que les deux mandats de la Fed, c'est le plein emploi et la stabilité des prix, c'est-à-dire l'inflation, une inflation mesurée. Et donc ici, on est dans la situation où on espère toujours que la Fed va continuer à racheter des actifs, on espère que les taux vont rester bas, et c'est là, à un moment où on dit qu'on va commencer à arrêter, c'est là exactement où ça fait mal sur les marchés. Donc, mais il faut rappeler une chose, c'est juste une chose, David, c'est que Janet Yellen, qui était en poste avec la Fed, juste avant, qui était présidente en 2014 et 2018, elle a monté les taux de 0,25, ce niveau où on est aujourd'hui, et elle est passée à 2,50 en 2018. Donc, elle a fait que monter les taux pendant son mandat, pendant ses deux mandats, et en fait, vous avez les marchés qui n'ont pas baissé. Donc, c'est pas la hausse qui pose des problèmes, c'est plutôt l'anticipation immédiate de cette hausse. Et quand on va dire au marché, écoutez, c'est un peu moins la fête parce que évidemment, c'est les marchés qui reprennent la croissance, c'est les marchés qui reprennent, c'est l'économie qui se normalise. Ouais, autant le pétrole à 100 $, j'ai du mal à vous suivre, mais c'est un risque extrême. Autant une erreur de politique monétaire, effectivement, ça peut arriver. C'est surtout ça, ce principal risque, qui peut enrayer cette belle mécanique à court terme. Je vois pas trop le reste, sinon je pas les prochains résultats d'entreprise, le fait que la crise sanitaire empire, je sais pas, moi. Même pas, parce que vous savez, David, les résultats des entreprises, la dernière fois que les entreprises, déjà l'année passée, à chaque fois ont mis, alors évidemment des entreprises ont souffert énormément de cette crise, mais d'autres entreprises ont pris l'excuse, entre guillemets, de cette crise pour ne pas donner de prévisions, pour mettre des prévisions aussi de côté. Et donc, je ne vois pas réellement que ça puisse être quelque chose qui puisse impacter ces marchés. Alors, il y a une autre chose potentiellement, c'est la poursuite de la hausse du dollar. Ça peut être aussi, puisqu'on voit, même si sur l'euro-dollar, on est à 1,17 aujourd'hui, on est quand même passé des 1,24 à 1,17, et on ne peut pas exclure que le dollar continue à s'apprécier parce qu'il y a un différentiel. Et en quoi c'est une catastrophe ?
Alors pour les États-Unis, on sait très bien qu'un dollar plus fort, même si les exportations représentent seulement 13% du PIB, on sait très bien que c'est une problématique pour les détenteurs de dettes en dollars, et on sait notamment que on a évidemment les Américains, mais on a les Japonais, les Chinois, les Italiens et les Français qui détiennent beaucoup de dettes américaines. Et quand vous avez évidemment un dollar qui monte, eh bien la charge de la dette est beaucoup plus élevée et ça peut poser aussi un problème. Alors, c'est pas ce qui va changer, parce qu'on va pas passer de 1,17 à parité en l'espace de 2 à 3 semaines, bien évidemment. Mais il faut voir ça aussi, il faut mettre ça dans un coin de notre cerveau et en disant que c'est quelque chose qu'il faut regarder ici de très près. Mais clairement, David, l'erreur de politique monétaire, c'est le risque numéro 1. C'est le risque numéro 1. En tout cas, qu'on peut identifier. Exactement, tout à fait. Merci. Explication point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bon week-end. Merci David.